Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Reçoit. En fait, quand on dit que la pompe à chaleur a un coefficient de performance, c'est parce qu'on considère l'énergie de l'environnement gratuite. Parce que tu ne le payes pas. D'accord? Parce que avec 20 kW de ton compresseur, tu arrives à fabriquer 100 kW thermiques. Juste en jouant sur le changement de phase. Tu joues sur le changement de phase et les températures extérieures, c'est-à-dire que tu récupères la chaleur dans l'environnement extérieur, tu vas arriver à produire 100 kW thermiques. Parce que prenons le cas où la pompe à chaleur fonctionne en chaud. Bah, la puissance en entrée, c'est la puissance de l'évaporateur plus le compresseur qui vont donner la puissance au niveau du condenseur. Quand elle fonctionne en mode de production de froid, tu extrais la chaleur dans un environnement, plus tu vaporises un gaz avec ça et tu le condenses. La chaleur qui est évacuée au niveau du condenseur, c'est la somme des deux. Quand elle fonctionne en mode de pompe à chaleur, tu extrais l'environnement de l'extérieur, tu extrais la chaleur de l'extérieur pour condenser un gaz que tu vas vaporiser dans l'évaporateur. Comment dire, l'évaporateur va extraire la chaleur de l'extérieur pour vaporiser le gaz qu'elle va condenser au niveau du condenseur. Cette fois, le condenseur, c'est celui comment dire, qui est dans le flux d'air soufflé. Donc, si tu prends ensemble le système avec l'environnement, bah, tu as un rendement inférieur à 1. Mais si tu te limites simplement au système thermodynamique qui va percevoir de la chaleur gratuitement de l'environnement extérieur, bah oui, ton rendement il est supérieur à 1 parce que et c'est pour ça qu'on parle de coefficient de performance. Un physicien ne va jamais dire rendement, il va parler de coefficient de performance. Parce que ta machine arrive à extraire plus d'énergie de l'extérieur. En fait, elle arrive à voler l'énergie. Le coefficient de performance, en fait, ça salue la capacité de ton appareil à voler de l'énergie dans l'environnement extérieur. C'est un voleur, une pompe à chaleur. Une machine frigorifique comme un groupe froid, comme un climatiseur ou une pompe à chaleur, c'est un voleur. Et c'est parce que c'est un voleur qu'en se limitant qu'à ce que lui paye, il dit regardez, j'ai payé 20 kilowatts, mais regardez, j'ai chopé 100 kilowatts à l'extérieur. Ah, je suis performant. Hein. On dit oui, coefficient pour des performances de 4. Voilà, c'est tout. C'est juste un petit voleur. Mais sinon, quand on prend un système thermodynamique en entier, impossible de dépasser le rendement de 1. Ça n'existe pas. Et dans les systèmes à combustion, le rendement ne peut pas dépasser un rendement théorique qu'on appelle le rendement de Carnot, lequel dépend uniquement de la source chaude et de la source froide. Plus haute est la source, plus basse est la source froide. L'émissivité de la feuille fois la constante Stéphane Boltzmann fois la température de l'atmosphère à la puissance 4. Voilà. Donc si on fait un petit bilan sur la feuille, hein, on fait ça. Et le rayonnement net, c'est égal à alpha, ça c'est le coefficient d'absorptivité, alpha fois le rayonnement du soleil, fois 1 plus la valeur A qu'on appelle l'albédo. Ça c'est l'albédo en fait. Donc l'albédo en fait c'est quoi? L'albédo c'est très simple. C'est la part de l'énergie solaire qui est réfléchie par rapport à celle qui est reçue par une surface. Voilà. Donc quand tu as le soleil qui refait, quand tu as l'énergie solaire qui arrive, il y a une partie qui est réfléchie et il y a une part qui est absorbée. Donc l'albédo, c'est la partie, c'est une fraction. L'albédo, c'est ça. A égale à R réfléchi sur R absorbé. Vous voyez? Donc, tu fais ton calcul, donc tu rajoutes ça. Donc on rajoute à ça l'émissivité de la feuille, l'émissivité de la feuille, multiplié par le rayonnement de l'atmosphère, hein. Le rayonnement atmosphérique, c'est celui-là, moins l'échange entre la feuille et l'atmosphère, puisque la température est là, hein. Sigma A à la puissance 4, auquel tu rajoutes l'émissivité de... Donc ici on a... Donc ensuite, tu reprends toujours la feuille fait un échange avec le sol. Donc tu prends l'émissivité de la feuille, tu multiplies par l'énergie du soleil, pardon, tu prends l'émissivité de la feuille, pardon, tu multiplies par l'émissivité du soleil, multiplié par sigma, ça, sa température du sol, puissance 4, moins sigma TA à la puissance 4. Voilà. Donc on a ça. Donc on va réécrire ça proprement, rayonnement net. Voilà, il y a plein de choses là que vous ne voyez pas, hein, que vous ne connaissez pas. RS, facteur de 1 plus A, plus epsilon F facteur de RA moins
sigma TA puissance 4 plus epsilon F fois epsilon sol sigma TS puissance 4 moins sigma TA puissance 4. Voilà. Voilà le bilan radiatif sur la feuille. Ça, c'est ce que la feuille reçoit net, entre ce qu'elle gagne, ce qu'elle reçoit et ce qu'elle perd. Maintenant, on fait l'hypothèse que toute cette énergie-là va servir à modifier la condition, l'état thermodynamique de la feuille. Donc, on va supposer que Rn est égal à la quantité de chaleur sensible que va recevoir la feuille, plus la quantité de chaleur latente. La quantité de chaleur latente, c'est celle qu'il faut pour vaporiser l'eau. Hein. Quand vous vaporisez de l'eau, on parle de chaleur latente puisque la température n'évolue pas. On sait ici que S est égal à 2 fois... on sait que S est égal à 2 fois... Parce que puisqu'on prend toujours la température moyenne, 2 fois ρ de fois Cp sur Ra. Attendez, sur Ra, est-ce que c'est bien ça? Facteur de Tf moins Ta. Voilà. Ça, c'est la chaleur sensible. Donc, ça, c'est la chaleur qu'il faut. Parce qu'il y a deux faces. Pourquoi il y a deux? Parce qu'il y a deux faces, en fait. Il y a deux faces. Il y a deux faces sur la feuille. Voilà. Donc, on doit considérer que c'est deux. Il reçoit l'énergie de part et d'autre, quoi. L'énergie environnante, c'est de part et d'autre. Donc, on met ça comme ça. Ça, c'est la quantité de chaleur que la feuille va recevoir. Et l'énergie de la chaleur latente, c'est un peu plus compliqué que ça. Il me semble, si je me rappelle de comment c'est écrit, c'est un truc du genre 2 fois... que c'était la masse, la chaleur latente. Comment on écrivait déjà ce truc-là, putain? Utiliser la loi des gaz, parfait. Donc tu as le volume molaire de l'eau divisé par la constante. C'est ça, ça te donne le truc. Multiplié par E S facteur de TF. Putain, est-ce que c'était ça? Moins EA. J'oublie en fait. J'ai un doute sur l'expression ici. Le tout divisé par RS plus RA. Voilà. Donc on va donc poser que tout ça, Rn égale à L plus L entraîne que tu as Rn qui est égal à alpha facteur de RS, alpha RS, pardon, facteur de 1 plus A plus epsilon F fois RA moins sigma TA puissance 4 plus epsilon F facteur de epsilon sol fois sigma T sol à la puissance 4 moins TA à la puissance 4 est égal à 2 ρ Cp sur Ra facteur de Tf moins Ta. Tf c'est la feuille, hein, bien sûr, température de la feuille, plus, je vous dis, j'ai un doute ici. Hein. Je suis pas très rassuré par cette expression, je me rappelle plus trop. Hein. C'est des trucs que j'ai fait il y a très longtemps. Fois 2me sur Rta fois epsilon fois E, pardon, de Tf moins Ea divisé par Rs plus Ra. Voilà. Vous faites ce bilan là, vous résolvez. Vous allez trouver Rn et ça vous donne la quantité. Vous allez trouver la quantité de chaleur qui reste disponible une fois que la feuille a utilisé ça pour se chauffer. Parce que ça, là, on a posé que c'est bon que entre l'énergie qu'il reçoit l'énergie, il s'échauffe et il vaporise l'eau qui est au contact de sa feuille. Donc ça, c'est les deux. Les deux en fait. Ça, c'est la vaporisation, ça, c'est l'échauffement de la feuille, chaleur sensible. Quand il reçoit les deux, donc ça va vous donner l'énergie que la feuille va utiliser pour ça. Vous allez simplement aller sur le rayonnement incident. Vous faites la différence par rapport à ça. Et donc, vous allez voir qu'il reste à peu près 10% de l'énergie incident pour la photosynthèse. Bah, je sais pas, vérifier. Hein. Je sais qu'à l'époque, c'était ça, quoi. Donc, ça fait un bail. Parce que des trucs comme ça sur les radiations. Si vous voulez voir à peu près la science du rayonnement, je peux vous montrer à quoi ça ressemble, la science du rayonnement. C'est pas de la gnognotte, les gars. Hein.
On va aller ici chercher rayonnement. Je vous ai dit la dernière fois que la plupart des problèmes mathématiques ont été, la plupart des outils mathématiques ont été créés pour résoudre les problèmes de transfert thermique. Donc là, on est sur, ça c'est mon cours de transfert thermique de quatrième et cinquième année. Donc vous allez voir à peu près à quoi ressemblent les formules sur la partie convection. Non, c'est pas. Là, je fais l'aspect physique. C'est le rayonnement en fait. C'est l'étude du bilan radiatif. Ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle un bilan radiatif. Voilà. Alors, il y a plusieurs types de transfert de chaleur. Vous avez la conduction. Ensuite, vous avez la convection. Et puis, vous avez, vous avez le rayonnement qui est là. Où est-ce qu'il est le rayonnement là? Tiens, j'ai oublié. Vous avez le rayonnement. Et c'est là. Ça, c'est le phénomène qui est mis en jeu. Ici, quand on fait un bilan radiatif sur la feuille. Donc, on va simplement aller au chapitre rayonnement, parce que c'est ça qui nous intéresse. Le chapitre rayonnement, il est où? Vous allez regarder les formules. Transfert chaleur par conduction en régime variable. Écoulement multidirectionnel, multicouche, nanana, méthode du coefficient de forme, tac. Alors, transfert thermique multidirectionnel, transfert thermique par rayonnement. Donc, on va à la page 65 direct. Hop. Voilà. Vous avez vu que vous tombez pile poil sur le genre de choses sur lesquelles j'étais en train de travailler. Bon, regardez déjà que ça, c'est les fonctions spéciales mathématiques. Hein. Donc, quand je vous disais que la plupart des outils, là, les transformés de Laplace, transformés de Fourier, tout ça, vous voyez, vous avez la source ici, vous avez un prisme, et là, vous avez un écran absorbant avec la distribution, en fait. Et là, vous avez, là, ça parle de, dès qu'on fait intervenir le rayonnement, ça parle des longueurs d'onde. Vous avez le spectre thermique, vous avez vous voyez, vous avez le visible qui est là, hein, entre moins 400, entre 400 micros, c'est 400 nanomètres et 700 nanomètres. Hein. Le visible, c'est entre 400 et 700, je crois. Voilà, oui, le visible à 0,3 micromètres et 0,78. Voilà, c'est le rayonnement visible. Tu vois, entre 0,4 et 0,8. Ça, c'est le visible. Et ça, c'est ce que la peau peut ressentir. Donc, vous voyez, dès qu'on parle de rayonnement, on fait intervenir les longueurs d'onde. On fait toujours intervenir le concept d'angle solide, qui est la façon dont est vu l'objet, les deux objets. Vous avez deux objets. Par exemple, ce truc-ci, comme ça, avec cette souris, comme ça. Vous voyez? Si je change comme ça, le rayonnement n'est pas le même. La façon dont lui voit ça n'est pas la même. C'est ce qu'on appelle le concept d'angle solide. Et donc, c'est ça. Vous avez ça. Et ça intervient pas mal. L'unité, c'est pas le radian. Vous avez vu les angles, l'unité, c'est le radian. L'angle solide, c'est le stéradian. Donc, quand vous intervenez quand vous intégrez sur toute une sphère, ça donne 4 pi. Ça donne 4 pi. Voilà à peu près ce qui se passe quand vous avez cette surface-là qui rayonne avec cette surface-là. Vous avez déjà ça? Regardez, rien que l'élément de densité par rapport à juste sur les aspects géométriques, regardez déjà ce que ça vous donne. Ensuite, il y a tout. Hein, vous voyez le bilan. Vous avez l'incident, ce qui est réfléchi, ce qui est absorbé, ce qui est transmis. À peu près le bilan que je viens de faire là. Vous voyez, corps noir, corps gris. Un corps noir, c'est un corps qui absorbe avec quasiment tout ce qu'il reçoit. Donc, son coefficient d'émissivité est proche de 1. Ici, vous avez les lois de Lambert. Donc, on va continuer. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'émittance. Vous avez l'émittance. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Bon, voilà, ça c'est l'émittance monochromatique. Ensuite, vous savez que la lumière, ce n'est pas une affaire de monochromatisme. La lumière a plusieurs bandes monochromatiques. Donc, voilà, il faut intégrer sur chaque longueur d'onde. Vous voyez déjà, rien que là, ça c'est la fraction d'émittance par intervalle de longueur d'onde. Voilà, rayonnement des corps noirs. Voilà, rayonnement réciproque de plusieurs surfaces. C'est ici que les problèmes commencent. Quand vous avez plusieurs surfaces et que vous devez faire les calculs, c'est pas très simple. Facteurs géométriques, voilà, tout ça. Donc, je dis ça parce qu'il y a un animal qui était venu ici une fois qui a dit petit thermicien. Quand on ne connaît pas. Donc, on est parfois obligé, pour simplifier le problème, d'utiliser les modélisations électriques pour faire ce type de bilan-là. Ce n'est pas très simple. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on est beaucoup aidé grâce aux machines. Mais je vous garantis que c'est pas simple. Hein. Je vous garantis que c'est pas simple. Voilà. Échange thermique entre un gaz et une paroi. Vous voyez, donc vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'échange thermique entre le gaz. Hein. C'est tout ce qu'on, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle la notion de flux net ici. Vous voyez, c'est à peu près ce genre de choses qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Donc, vous comprenez que quand on veut parler de photosynthèse, si on veut parler d'énergie de la photosynthèse, il faut maîtriser ça en fait. Un mec qui me dit qu'il fait la recherche depuis 8 ans, ça m'étonnerait qu'il maîtrise ça, quoi. On va juste, je vais vous montrer juste quelque chose là sur les transferts thermiques par conduction, que vous voyez à peu près. Je disais la dernière fois que les transformés de Laplace et les transformés de Fourier, ça a été créé d'abord pour résoudre ce type de problème. Quand on se retrouve en régime variable, les problèmes commencent. Si tu n'as pas les transformés de Laplace, la plupart des problèmes ne peuvent pas être résolus. Hein. Vous avez les solutions de ce type-là, voilà, avec les fonctions spéciales. Ça, c'est la fonction erreur. Ça, c'est la fonction, vous voyez, fonction erreur complémentaire.
Voilà, suivant certains cas, transfert fini, vous avez la fonction. Dès qu'on passe en cylindrique, on se retrouve avec les fonctions de Bessel plaque infinie. Là, donc voilà, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Voilà, ici, erreur complémentaire. Voilà, tac, tac, tac. Là, on est ici en série, développement en série. Donc vous êtes obligé d'avoir un ordinateur, sinon vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ont énormément progressé avec les ordinateurs, parce que vous voyez que la plupart de ces équations, c'est hyper compliqué de les résoudre comme ça, de façon directe. Donc ici, voilà, vous avez des développements en série, hein, on est obligé d'utiliser des développements en série. Là, ici, vous avez les fonctions spéciales comme les fonctions de utilisation des transformations intégrales sur les variables d'espace. Donc, vous avez plusieurs types de transformations en matière de thermique. Vous avez les transformations de Laplace, vous avez les transformations de Fourier, vous avez les transformations de Hankel, qui ne sont pas très connues, ceux-là. Il y a une quatrième transformation que j'oublie, qui permet justement, à in fine, de résoudre un problème de transfert thermique. Voilà. Alors, ici, quand on passe en coordonnées cylindriques, voilà, vous allez vous retrouver avec les fonctions de Bessel, cylindre infini. Voilà, dès qu'on arrive avec les cylindres, vous vous retrouvez avec les fonctions de Bessel. Voilà, J0, fonction Bessel d'ordre 1, fonction de Bessel de second. Fonction Bessel, ça c'est la fonction Bessel de premier degré, et ça c'est la fonction de Bessel de second degré. Voilà, on se retrouve avec tout ça, quoi. Une fonction de Bessel, c'est pas très simple à définir, hein, donc c'est la résolution d'une équation différentielle donnée. Voilà, vous vous retrouvez avec tout ça. Donc ça, c'est tout ça, hein. Juste par exemple pour dire, si je veux calculer ce qui se passe si je mets ma main comme ça. Tac, je mets ma main comme ça, j'ai une température, la table a une température, je vais calculer ce qui se passe, bah voilà, ce sont ces équations-là. Donc au jour d'aujourd'hui, heureusement, tout le monde n'a plus besoin de les calculer. Ça a été calculé, on a des modèles, mais c'est pour vous dire voilà ce qu'il y a derrière. Donc notre ami, et si vous voulez effectuer un bilan, vous êtes obligé de faire ce type de bilan pour savoir exactement quelle est la quantité que vous allez récupérer. Vous ne pouvez pas venir dire, il y a de l'énergie, je peux récupérer. Non, parce que notre ami là d'ailleurs a fait une sorte de confusion. Il a confondu en fait le rôle d'un transformateur. Parce qu'il vous dit il y a un transformateur. Un transformateur ne peut pas te prendre une puissance de 2 watts et vous transformer en une puissance de 400 watts. Ça n'a pas de sens. À l'entrée du transformateur, vous avez une certaine énergie et en sortie, vous avez une énergie, vous avez même une moindre. La quantité d'énergie à l'entrée est inférieure, en sortie est inférieure à l'entrée, puisque le transformateur, il s'échauffe un petit peu. Et pour s'échauffer, il prend cette énergie-là où? Bah, de ce qui est rentré, mon gars. Donc, en sortie, tu as une quantité d'énergie plus faible. Donc, le transformateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer la densité de flux. C'est juste une question de densité de flux. Le transformateur, c'est des enroulements. Vous avez un nombre d'enroulements au primaire et un nombre d'enroulements au secondaire. Et vous avez une densité de flux que vous envoyez au primaire qui va, par induction, créer une densité de flux au secondaire. Et en fonction du nombre d'enroulements, c'est la différence du nombre d'enroulements qui change la tension en fait derrière. Mais la puissance en sortie est la même. C'est-à-dire que si tu as 400 watts en entrée, tu ne peux pas avoir 800 watts en sortie. Tu peux avoir du 100 volts en entrée, du 300 volts en sortie. Sauf que tu vas avoir du 100 volts en entrée avec du 2 ampères. Et en sortie, tu vas avoir du 400 volts en ampères avec du 0,5 ampères. La puissance n'est pas transformée. Mais quand vous écoutez le rayonnement de notre animal du jour, il vous fait croire que le transformateur permet d'aller capter une infime quantité et venir transformer ça derrière. Non, ce n'est pas possible, mes chers amis. Comme je vous ai dit, le premier principe de thermodynamique l'interdit formellement. Voilà, ça l'interdit formellement. Donc, si on veut maintenant aller un peu plus dans les détails de ce qu'il faut retenir, de cet échange, donc il y a le rayonnement solaire. Donc, il y a une partie du rayonnement solaire qui est absorbée par les organismes et qui va permettre de faire la photosynthèse. Ensuite, à l'échelle d'une feuille, comme je vous ai dit, la densité de flux solaire, quand vous êtes exposé en plein soleil au zénith, le rayonnement incident, c'est 1200 watts par mètre carré. Donc, je vous laisse aller faire le bilan sur une feuille, parce qu'il a fait la démonstration avec une plante qui était très faible. Hein. Voilà, il a fait la démonstration avec une plante qui était très faible. Donc, je considère que l'énergie, la surface de cette plante-là, on n'est même pas à 0,1% de mètre carré. 0,01 mètre carré. Voilà, on considère que c'est 0,01 mètre carré, c'est-à-dire 1 mètre carré divisé par 100, là, je suis large. Parce que les feuilles que je vois là, parce que c'est ça qui est censé produire, la quantité de terre qu'il y a là-dedans, c'est tout ça qui est censé alimenter la plante. Hein. Donc si je prends ça, et je pars du principe que une fois qu'on a fait la photosynthèse, la quantité d'énergie qui reste, c'est 1%. C'est 0,1% pardon, de l'incident. Si vous faites tout le calcul que j'ai déroulé ici, à la fin du calcul, vous retrouvez que la quantité d'énergie qui va rester après la photosynthèse, parce qu'il ne peut pas récupérer l'énergie de la photosynthèse. Donc tout ce qu'il pourra récupérer, c'est l'énergie qui reste. Partant du principe, je vous le rappelle, que l'énergie ne se crée pas. Elle ne se crée pas, elle se transforme. Donc tout ce qu'il va récupérer, c'est les restes. Donc, étant donné que la photosynthèse, ce qui va rester, c'est 0,01%.
pour la photosynthèse. Et tout ce qu'il peut récupérer, c'est les restes de la photosynthèse. Parce que je vous ai dit, une grosse quantité va être absorbée par la feuille elle-même pour s'échauffer ou pour vaporiser l'air qui est au-dessus, hein, vaporiser l'eau qu'il y a dedans, quoi. Tu vois, c'est tout. Donc il y a une grosse, quasiment 99,9%, ça sert à ça. C'est ce qui va rester qui va vers la photosynthèse. Et ce qui va récupérer, lui, pour son électricité, c'est ce qui reste après la photosynthèse. Donc, on va dire une fraction de 0,1%. Allez, soyons sympas. On va supposer 0,5. Donc, il ne récupère que 0,005%. Donc, 5 parties sur 1000 de ce qui rentre. Donc, si on part du principe que le rayonnement incident, 5 parties, donc encore je vous ai dit, ce qui reste pour la photosynthèse, c'est une partie sur 1000. C'est 1 millième de ce qui est arrivé, hein, 0,1% de l'énergie qui a été absorbée. Donc, si vous avez un rayonnement incident de 1000, sachant que là, la pièce dans laquelle il fait, on n'a pas un rayonnement incident de 1000. Il est dans une pièce fermée, donc il n'y a pas de rayonnement solaire. Le plus gros rayonnement qui existe, c'est celui du soleil. Donc, il va avoir une densité de 1400 en plein zénith, c'est 1400 watts par mètre carré. Mais quand tu prends en compte l'albédo et toutes ces conneries-là, en fait, tu ne récupères que 340. Donc, tu as 340 quand tu es au soleil. Donc, 340, tu récupères 0,1% des 340. Ça donne combien? Ça donne 3,4, ça donne 0,300. 340 divisé par 1000, ça fait combien? Et ça donne 0,34 watts. Donc déjà, vous voyez que la quantité qui va servir à la photosynthèse est déjà inférieure à 2 watts pour allumer l'ampoule. Et donc, tu récupères la moitié de ça, c'est-à-dire à peu près 0,017 watts. 0,17 watts. Ça, c'est au soleil. Mais quand vous êtes dans une pièce où le rayonnement incident est beaucoup plus faible, parce que lui, il ne peut pas récupérer plus que ce que l'ampoule n'émet. Je rappelle, on ne crée pas l'énergie. Donc si l'ampoule consomme 20 watts, ça veut dire qu'elle émet 20 watts. Elle ne peut pas émettre plus. Elle n'émet pas 20 watts par mètre carré parce que c'est 20 watts dans toute la pièce. Donc si tu as 5 ampoules de 20 watts qui émettent dans la pièce, et si la pièce fait 50 mètres carrés, bah, il faut que tu fais 20 fois 5 divisé par 50. Donc ta densité, c'est 100 divisé par 50, c'est 2 watts par mètre carré. Donc tu appliques les 2 watts par mètre carré à la surface de la feuille qui est de 0,01 mètre carré. Vous voyez que l'énergie qu'il y a derrière, c'est risible par rapport à l'ampoule qu'il a allumée. Et donc tout ça pour vous dire que, en amont, si je regarde son truc, je pars du principe que, théoriquement, si on part du principe qu'on respecte la physique, il ne peut pas récupérer plus de 0,002 watts. Il ne peut pas récupérer plus de 0,002 watts. Il ne peut pas. C'est pas possible. On a dit tout à l'heure qu'une ampoule, pour fonctionner, il faut 2 watts. Là, il récupère 10 000 fois moins. Au meilleur des cas, c'est parce que j'ai été sympathique, j'ai appliqué la charité là-dedans. Hein. Il récupère au meilleur des cas 10 000 fois moins, c'est-à-dire 1/10 millième de ce qu'il faut pour alimenter l'ampoule. Donc les autres, là, viennent d'où? Les 9 998, là, ils sortent d'où, les gars? Ça, c'est la question que je laisse les sorciers africains répondre. Je vous laisse les sorciers répondre. Sachez que ça ne répond pas au principe de la physique. On ne crée pas l'énergie. Si on pouvait créer l'énergie, les gens investiraient de l'argent pour créer l'énergie, en fait. On transforme, voilà. On n'a pas d'autre solution. Donc, c'est de la merde. Voilà. Donc, il faut savoir que tout le rôle, toute personne qui prétend avoir de l'énergie libre, toute l'astuce, c'est comment il cache la pile. C'est comment il cache la batterie. C'est tout. Donc, voilà. Donc, on peut assez imaginer que dans sa plante, là en dessous, il y a une pile, il y a une sorte de batterie. Voilà. C'est le génie du truc. Hein. Parce que tous ceux qui applaudissent, il n'y a pas de scientifique. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que les gens comme les Philippe Simon sont très dangereux. Parce qu'ils font sauter la notion de compétence. Pourquoi? Il faut un physicien là-dedans pour lui poser des bonnes questions. Mon cher ami, vas-y, explique-moi ton machin là, tiens. Comment on calcule la puissance électrique d'un circuit résistif? Comment on calcule ça, tiens? Comment on fait le calcul? Si tu es en triphasé, tu calcules la puissance comment? C'est quoi le facteur de puissance? Parce que dès que tu fais intervenir un moteur, là, il te dit que ça peut même faire fonctionner un frigo. C'est quoi le facteur de puissance, mon pote? C'est quoi le facteur de puissance? T'es en quoi? T'es en alternatif ou pas? Pour que tu sois en alternatif, mais mec, il te faut un alternateur. Ton bidule, là, c'est un truc. Le transformateur, il ne transforme pas le courant en alternatif. Il te faut beaucoup de choses pour transformer le courant en alternatif. C'est un onduleur. C'est pas un transformateur qui permet de passer du continu à l'alternatif. Donc déjà dans la vidéo, il y a une connerie qui vient de l'ignorance du gars. Pour faire une transformation, pour transformer du continu en alternatif, il te faut un onduleur. Donc déjà, qui a vérifié que l'ampoule qui est là fonctionne en alternatif? Il n'y a personne. Comment tu fais pour savoir? Il te dit le transformateur fait passer l'alternative. C'est un onduleur qui te permet de passer du courant continu au courant alternatif. Voilà. Et rien d'autre. Et le redresseur te permet de passer du courant alternatif au courant continu. Il connaît rien de tout ça, le mec. C'est normal, il a commencé la recherche à 8 ans, il n'est jamais allé à l'école. Il n'est jamais allé à l'école. Non, vous voyez bien que la science qu'il y a derrière est très compliquée, les gars. Je vais vous dire une chose, hein. Les gens ne vont pas à l'université perdre de temps. Il y a des mecs qui font des recherches. Bien sûr que la photosynthèse, ça a été étudié. Vous croyez que c'est les premiers?
Vous tapez sur Internet énergie de la photosynthèse, vous allez voir qu'il y a plein de laboratoires qui sont essayés, mais les puissances sont ridicules. C'est la même chose que l'énergie radio, des ondes radio. C'est les mêmes conneries. C'est parce qu'ils n'ont pas de notion d'ordre de grandeur. Le mec, il te dit que tu peux faire avancer la voiture en captant les ondes radio. Déjà, il viole le premier principe thermodynamique. Parce que comment tu vas faire? Une voiture a besoin de 20 kW. Ça veut dire qu'il faut que tu récupères 20 kW au moins. Sauf que la densité de ces ondes-là est très faible. Même si tu as une surface de... Il te faut un stade. Il te faut 50 stades. J'avais fait le calcul. Il te faut 50 stades comme surface réceptrice pour espérer faire avancer une voiture. Et cette énergie-là, ça vient de l'activité humaine. Hein. Dans un pays où il n'y a pas d'électricité, tu vas trouver ça où? Les gens disent, ah, ça va éclairer. Mais mon pote, les ondes radio, là, c'est alimenté par les générateurs de ton pays. Hein. Et si ton pays a des délestages, tu vas trouver ça où? Vous avez vraiment un problème. Je vous dis, vous rêvez en fait. Vous croyez qu'on vit sur Terre, les rêves sont permis. Vous croyez qu'il y a un mec qui dort, qui se lève, qui a une inspiration, et il va avoir une inspiration que les mecs n'ont pas pu trouver en dépensant des tonnes d'argent en recherche et développement, quoi. Mais vous êtes complètement frappadingue. Et ça, c'est les vendeurs de rêves qu'on a sur Internet qui ont fait sauter la notion de compétence. Ils ont vraiment fait sauter la notion de compétence. Le type, il est là parce qu'il y croit. Tu vas lui dire, non, non, ça ne marche pas. Ah, mais t'as inventé quoi, on a vu. J'ai vu les commentaires, j'étais mort de rire. C'est les mêmes genres de commentaires. Les cervelés croient que parce qu'il y croit, ça marche. Dès que tu dis ça ne marche pas, ah, toi tu as inventé quoi? J'ai vu quelqu'un qui a dit, les gars, je suis ingénieur d'électricité, c'est de la merde. Mouf, tu es ingénieur d'électricité, tu as inventé quoi, on a vu. Bah allez donc. Et dans 2 jours, quand on va vous demander, vous avez cherché les résultats, non, vous serez passé à autre chose. C'est ça qui est bon avec la noirie. Vous êtes tellement débile, vous vous excitez là-dedans, mais dans 2 ans, il n'y en a pas un parmi vous qui va chercher à savoir où est-ce qu'il en est. Ton type là, ton truc là, il en est où? Non, je vais investir dedans. Je vais acheter ton machin, je vais tester chez moi. Si vous y croyez, achetez ou mettez chez vous, les gars. Si vous y croyez, achetez ou mettez chez vous. Moi, j'ai un cousin qui est venu avec l'histoire de Steve du groupe électrogène à l'eau là, dans mon groupe de famille. Je lui ai dit, mec, je suis prêt à te donner de l'argent. Tu achètes, tu alimentes ta maison, village avec. Je suis prêt à te donner de l'argent. Tu achètes, tu vas dans ton village avec. Quand vous y croyez quelque chose, quand vous y croyez, commencez d'abord vous-même par aller investir, on voit. Parlez de ça en ayant acheté. Qui a fait monter Nawel là? Ouais, c'est ça. En fait, en plus de ça, salut Serge. C'est ça, j'avais vu la vidéo aussi, je savais que t'allais en parler, j'étais sûr. Bah, moi, il y a 20 personnes qui me l'ont envoyé, donc Je je savais. ne pouvais pas, je ne pouvais pas y échapper. Hein. En plus de ce dont tu parlais, il dit que au primaire, il a une certaine puissance, puis au secondaire, ça augmente en fait. Là, Oui, je c'est dis, ça. En fait, il fait croire qu'un transformateur augmente la puissance. C'est ce qu'il la vous fait puissance. croire. Il vous fait croire que tu peux avoir 0,01 watts au primaire et au Ouais. secondaire, tu te retrouves à 400 watts. Non, c'est pas possible, les gars. Ça veut dire que tu C'est crées de l'énergie. Si c'était possible, les gars, pourquoi on mettrait l'essence dans la voiture? Pourquoi c'est tu ça. mettrais l'essence dans la voiture? Pourquoi les compagnies dépenseraient de l'argent dans le kérosène si tu peux créer de l'énergie? D'ailleurs, imaginez une machine thermodynamique qui fonctionnerait qu'avec une seule source. Mais ça veut dire que l'avion, vous savez que dans l'environnement là, il y a une quantité gigantesque d'énergie. Hein. C'est un truc de malade. Eh bien, tu as juste à aspirer l'énergie à une température, je ne sais pas moi, supposons il fait moins 65 degrés là-haut. Tu aspires l'énergie à moins 65 degrés, tu la rejettes à moins 273 degrés, et le delta qui est entre les deux, tu le récupères pour faire avancer l'avion. Mais gars, il te faut une deuxième source, mon gars. Tu vois bien qu'il te faut une Là, deuxième source, une machine thermodynamique, monotherme, un moteur, une machine monotherme n'est pas possible. Ça n'existe pas. c'est ça. Ce n'est pas possible. Même à la Si tu limite, fabriques une machine monotherme, c'est génial. Hein. Tu as un avion, tu as juste à aspirer de là à 20 degrés, tu le rejettes, je ne sais pas moi, en moins 260 degrés. Le delta T qui a derrière, tu as récupéré. C'est pas, je dis encore, ces gens, ils pensent que l'énergie disponible égale l'énergie utile. Parce qu'ils n'ont pas la notion de rendement. Quand ils entendent parler, pour entendre parler de rendement, il faut déjà avoir mis les pieds dans une classe pour comprendre que dans une machine, il y a un rendement. Et que quand tu conçois un système, le but du jeu, c'est que le rendement soit le plus proche de 1. en Une fait, voiture, ouais, par exemple, qui a un rendement de 0,2, et une voiture qui a un rendement de 0,4 va consommer celle qui a 0,2. Pour la même distance, va consommer 2 fois plus que celle qui a 0,4. exact. Donc, tu as intérêt à ce que ton rendement soit le plus proche de 1. Il ne peut pas dépasser 1. Je te dis tout de suite, il ne peut Ouais. pas dépasser 1. Sinon, on est en train de violer le premier principe de thermodynamique. Et je vous ai dit, si on est d'accord avec ça, on peut discuter. Maintenant, si tu crois à la sorcellerie, bien sûr que tu peux violer le premier principe de thermodynamique. Là, tu es libre. Là, dès qu'on croit à la sorcellerie, c'est le libre quoi, l'imagination. Mais sauf qu'on n'a jamais vu les preuves. Il faut donc, une fois que tu penses qu'on peut violer ces règles-là, il faut proposer un modèle théorique qui va dans ce sens-là. Sauf que la plupart de ces couillons sont incapables de proposer le moindre modèle théorique. Quand on voit tous les calculs qu'on fait là, ça s'appelle un modèle théorique. C'est un modèle théorique qui est toujours basé sur ces principes-là. En aucun cas, ici, les principes de thermodynamique sont violés. En aucun cas.
C'est des échanges qui sont entre les corps, les faces et tout, machin. Il n'y a pas de violation. Il n'y a pas de situation où on a un système qui a une certaine quantité d'énergie et à la fin se retrouve avec une quantité d'énergie supplémentaire sans qu'il y ait eu un échange, un transvasement. Tu peux pas. Ça veut dire que tu as créé. Tu peux transformer, mais tu peux pas créer. Tu peux pas avoir 0,01 watts à l'entrée et tu branches un transfo et tu as. Sinon, pour ça, il faut aller prendre une formation sur Simo. Comment transformer 0,04 watts en 500 watts. Et les formations Philippe Simon, c'est ça. Comment prendre le moins de couillon et le transformer en grand éleveur de porc. C'est la même chose. Tu peux pas. C'est incroyable. Au moins, s'il avait parlé peut-être d'un système d'un circuit de convertisseur qui peut-être élève la tension. Il a parlé oui, de... non, le transformateur, ça élève la tension, puisque je t'ai dit, c'est une question de densité de flux. Hein. Tu as un flux primaire qui n'est pas... Tu as une densité de flux qui est la même, mais tu n'as pas le même nombre d'enroulements. Ouais, c'est ça. Voilà, la densité de flux est la même par induction. Tu as défi 1 primaire égale défi 2. Densité de flux delta phi. Et donc, au primaire, tu as N1, N enroulement. Au secondaire, tu as un autre type d'enroulement. Et c'est tout. Voilà. Donc, à partir de la tension est proportion au nombre d'enroulements. Donc, du coup, tu as 400 watts d'un côté, bah, tu auras, si tu as une moitié d'enroulement de l'autre côté, au secondaire, bah, tu vas avoir 200 watts. 200 volts, pardon. Je dis n'importe quoi. Il me semble que... Tu as 200 volts au primaire, tu vas avoir 200 volts au secondaire, ainsi que tu as 400 volts au primaire et que tu as N enroulement au primaire, ben, et que tu as N pseudo-enroulement au secondaire, ben, tu auras 200 volts au secondaire, c'est tout. Par contre, le courant, il va changer. La puissance sera la même, moins les pertes. Ah oui, puisque si tu avais 20 kW au primaire, tu n'auras jamais 20 kW au secondaire. Tu auras 380 kW. Bah oui, tu as perdu 20 watts parce que tu as chauffé ton transfo. Ton transfo, il a chauffé. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut refroidir les locaux transformateurs. C'est parce qu'il y a de la perte. Et cette perte-là sert à chauffer le transfo. Tout est calculé, mon gars. Il n'y a pas, tiens, je sais pas, il n'y a pas, tu as 400 watts au départ, puis tu te retrouves avec 380 watts de l'autre côté, et la capacité calorifique, et le local a pris, je sais pas moi, 1000 kilowatts de on ne sait pas d'où c'est venu. Ça n'existe pas, les gars. Sinon, ta maison, tu pourrais la chauffer sans avoir besoin de radiateur. Tu es bien d'accord que pour chauffer ta maison, tu as besoin d'un radiateur. Alors, mais parce qu'il te faut produire, il te faut de l'énergie. Mais si tu n'as pas l'énergie, ben crée donc. Appelle un sorcier de ton village. Tu dis, mon pote, là, je me gèle les couilles chez moi, j'en ai marre de payer les factures chez EDF. Crée-moi l'énergie. Appelle le sorcier, le jour qui va faire ça. Tu m'appelles, moi, je serai le premier croyant à la sorcellerie. Je pense que tu as même été très gentil parce que même le capteur d'énergie, là, je sais pas comment ça capte l'énergie des racines. Non, c'est une pile. C'est ça, je regarde le bocal, c'est une pile. Personne n'a inspecté. C'est toujours les mêmes genres de choses. En fait, c'est des personnes qui sont croyants et qui ne peuvent pas poser des questions dérangeantes. Par exemple, quand on parle de groupe électrogène à l'eau, celui qui va faire la promotion, c'est Sifa. Mais qu'est-ce qu'il y connaît, Sifa, en énergie? Il n'y connaît rien. Qu'est-ce que tu veux que Sifa pose comme question à quelqu'un? Non, qu'est-ce que tu veux? Il peut rien poser comme question. Il n'y connaît rien. Voilà. J'ai mis dans les commentaires là-bas, moi, on m'a pas raté, hein. Ah bah, bien sûr que les gars vont pas te louper, hein. C'est des croyants, hein. Ils vont te dire, mon gars, tu connais rien, quoi. Il faut le protéger des Occidentaux. Oui, voilà. Il faut l'envoyer dans l'AES. Mais ça, c'est des laboratoires qu'on faisait en seconde, là, avec le citron, puis 2 électrolytes pour créer une genre de... C'est pour ça que je leur dis tout le temps que la plupart du temps, il leur suffit, en fait, d'envoyer le truc dans un collège technique, hein. Tu n'as pas besoin d'aller dans une institut de recherche. Va d'abord convaincre tes profs du collège technique d'à côté que ton système là marche. Avant d'aller dire que je vais déposer un brevet. Tu vas dans un collège technique, tu as un professeur, même un professeur de lycée technique, il est capable de dire que c'est de la merde. Même s'il n'est pas dimensionné dans les calculs très complexes, il est capable de dire que c'est de la merde. Même en regardant... J'ai entendu des gens dire qu'on peut récupérer de l'énergie par les pommes. Oui, la pomme de terre peut dégager un courant. Mais le problème, c'est quelle quantité, les gars? C'est ce que je vous dis à chaque fois. C'est comme dans le manioc, il y a du poison. Il y a du cyanure dans le manioc. Mais personne n'est mort parce qu'il a mangé le manioc. Parce que la dose est faible. Donc quand quelqu'un te dit on peut récupérer l'énergie de la pomme, demandez-leur toujours c'est quoi la quantité. C'est quoi la quantité? C'est quoi la quantité d'énergie que je peux récupérer? Vous verrez que c'est tellement ridicule qu'il te faut un camion, non, je sais même pas, il te faut presque un magasin de pommes pour pouvoir charger ton téléphone. En effet, c'est ça qu'on voit même au début. Quand on apprend les bases d'électricité aux élèves, c'est vraiment, on commence par des trucs de pommes, de citron, pour montrer comment créer des tensions, des faibles tensions, en fait. Mais on dit toujours, c'est juste pour des petits prototypes de rien du tout, là. C'est vraiment pour s'amuser à la maison. Mais on parle jamais de ça quand on veut faire
un système électrique pour une maison ou quoi que ce soit de plus gros là. Ça n'a rien à voir. Bah oui, en fait, c'est pour ça que quand les mecs qui parlent du citron, là, c'est les trucs où tu as les électrodes dans la lamelle de. Mhm. C'est les électrodes dans la lamelle de zinc, non? Zinc ou cuivre. Ouais, ouais. Voilà, tu as un déplacement d'électrons et puis c'est tout. Moi, nous, on n'avait pas de labo, donc toi, tu as eu la chance, tu avais le labo. Je sais que Ouais. tu le faisais en théorie, tu voyais que les quantités d'énergie étaient ridicules, quoi. C'est ridicule. C'est ridicule. Non, moi, j'ai dit professeur lycée technique pour dire que c'est ce qui est le plus abordable pour lui. Parce que lui, il va pas aborder forcément un prof d'université, quoi. Il va d'abord dans un lycée technique, il arrive à convaincre les jeunes là-bas, même les jeunes, hein. Même moi, déjà, au lycée, tu pouvais pas me convaincre avec ça, c'est de la merde. C'est pour ça que je dis depuis le lycée, je savais que toutes les machines, soi-disant, fonctionnaient à l'eau. Quand quelqu'un voulait me dire, mais mec, explique-moi donc ça. Si tu me dis que la machine peut fonctionner à l'eau, pourquoi? Explique-moi donc ceci. Que tu m'expliques cette équation. Que tu m'expliques parce que dans l'histoire, il faut que tu m'expliques cette équation. C'est une équation bête, hein. C'est une équation tout bête. Il faut que tu m'expliques ça. Parce que le H2 là, l'eau, il est ici, hein, il n'est pas là, hein. Parce que quand moi je brûle le méthane, j'ai ça. CH4 plus O2 égale à CO2 plus H2O. D'accord? Maintenant, il me reste à équilibrer. J'ai un atome de truc ici. Donc ici, j'ai O2 plus 3 demi de O2. Voilà. Et ici, j'ai 2. Donc, tu te tout ici. Ah non, non, c'est même pas, c'est 2. 2, 2. Voilà. CH4. Voilà, 2H2. Voilà, tu vois, ça donne. J'ai le méthane qui est de ce côté, plus l'oxygène qui est de ce côté. 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Voilà l'équation de la combustion du méthane. Le méthane, il est ici. Le problème, c'est le CO2, il est là. Et l'eau est là. Quand tu brûles quand ta voiture fonctionne, elle rejette de l'eau, hein. Vous pouvez faire l'expérience, démarrer votre véhicule, vous mettez une plaque très froide au niveau du tuyau d'échappement, vous allez voir de la condensation sur la plaque. Voilà. Donc, ta voiture rejette du CO2 et de l'eau. Donc, si l'eau pouvait déjà brûler, pourquoi il ressort? Il aurait cramé dans le moteur, le mec. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire fonctionner la voiture avec de l'eau, je pense. Bah oui, l'eau est de ce côté, les gars. Ouais, l'eau, à chaque fois, est de ce côté. C'est déjà un produit. Voilà. Donc, si tu veux m'expliquer que tu fabriques un moteur à l'eau, mais mec, vas-y, tu me dis comment tu fais, les gars. Sauf si tu ne crois pas en ça. Dans ce moment, tu es dans la sorcellerie, mon ami, tu n'es pas dans la science. Tu fermes ta gueule, gars. Tu viens pas nous casser les couilles à nous demander de valider ton invention. Tu demandes aux scientifiques de valider ton invention. Non, 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 on va demander aux sorciers de valider. C'est eux qui sont compétents sur l'autre chose là, ce n'est pas nous. Ça, c'est le domaine de la compétence du sorcier du village. Nous, on ne sait pas faire. Nous, on sait pas faire. C'est devenu en Afrique pour avoir la crédibilité des projets scientifiques. On ne voit pas les scientifiques, mais on voit des influenceurs. Oui, oui, et les gens trouvent ça sérieux. Parce que, en fait, je te dis, la notion de compétence a disparu. Parce que tu n'as pas les gens pour avoir assez de présence d'esprit pour dire, bon, écoutez, les gars, faites quand même venir un prof, quoi. Faites venir un prof. Faites un prof confirmer ça. Faites venir un universitaire confirmer ça. Voilà. Il n'y a pas. Non, on trouve que c'est suffisant. Il a fait l'exposé, ça marche, c'est suffisant. J'y crois, donc ça marche. Et le même gars qui y croit dans 10 ans, il ne va pas demander ce qu'est devenu, hein. Il ne va pas demander ce que c'est. Il est passé à autre chose. Dans 3 semaines, il sera dans le prochain Congossa sur Internet. Il sera passé à autre chose depuis. C'est ça qui est bien avec la mémoire du noir. C'est qu'il n'y a personne qui va aller lui dire, ben, gars, ton invention là, c'est comment? Où est-ce que tu en es? Il y a même personne ne va dire cotisons pour le financer. Personne ne dit ça. Les gens disent tout. Va donner à la Chine, va donner à la Russie, va aller amener-le dans l'AS pour le protéger. Vous voyez les commentaires débiles. Vous voyez que c'est le même genre d'animal. Et vous voyez donc, c'est le même type de niveau, c'est le niveau des personnes qui viennent défendre Philippe Simo ici. Hein. C'est le même type de personnes, quoi. Ils viennent défendre Philippe Simo. Des abrutis complètement frappadingues, quoi, je vous dis. C'est des écervelés, des givropathes de haut vol. Bon, on refait un petit tour de partage. Là, j'ai pas le temps. Je vais juste corriger un exo de probabilité là que quelqu'un m'a envoyé. J'ai juste un exercice à corriger. Donc, il me dit, voilà. Non, l'énoncé pas ici. Donc, l'énoncé par là. D'accord. Merci de m'avoir fait monter. Je vais écouter le live en bas. Merci. Je voulais juste rigoler un petit peu parce que je suis en génie électrique aussi, moi. Ah donc, oui, c'est ça. Non, c'est ça. Il faut souvent vulgariser les choses comme ça. Il faut vulgariser. Il faut pas avoir peur. Tu leur dis.
S'ils sont pas là à l'école, c'est leur problème. D'accord. Voilà, toi, tu n'es pas à Ouais. l'université pour perdre le temps, hein. Donc, je veux dire, ils croient que les gars se demandent, je me demande souvent ce qu'il y a dans leur tête. Qu'est-ce qu'ils croient que l'on fait dans les universités, quoi? Je me pose souvent la question. C'est depuis l'âge de 8 ans en plus, c'est genre. C'est Ben ça que tu as oui. pu sortir après C'est pour ça que 30 ans, je comprends. j'ai vu quelqu'un qui a dit en commentaire, ben, il y a des personnes qui naissent avec des prédispositions. Ben voilà. Donc, tout est dit. C'est-à-dire que si tu commences à croire que la personne a des super pouvoirs, que les ancêtres lui ont filé un truc, à ce moment-là, oui, tout va bien, quoi. À ce moment, tout va bien. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de prendre un exercice de probabilité, là, que quelqu'un m'a donné. Bon, il m'en a donné 4. Je corrigerai les autres la prochaine fois. Je vais découvrir, savez-vous, je trouve ça intéressant. Parmi les 4 exercices, j'ai trouvé que celui-là me paraissait intéressant. Donc, il me dit, pour améliorer la sûreté de fonctionnement d'un serveur informatique, on envisage d'introduire de la redondance. La redondance, ça veut dire qu'on multiplie les solutions pour parer à un incident. C'est-à-dire d'avoir plusieurs exemplaires de composants importants. On peut réaliser les opérations suivantes. Soit on utilise 3 alimentations de 300 watts chacune, le serveur pouvant continuer de fonctionner avec une alimentation en panne car il ne consomme que 500 watts maximum. Donc, ça veut dire que s'il y en a un qui est en panne, en fait, il reste quand même 600 watts, donc il peut fonctionner. Ou alors, tu places 4 disques durs en configuration RAID 5, RAID 5. Le serveur peut continuer à fonctionner avec un disque dur en panne. C'est-à-dire que s'il y a un disque dur en panne, le serveur fonctionne. Et voilà. Dans l'exercice, c'est on suppose que la probabilité de la panne d'une alimentation est de P et que celle de la panne d'un disque dur est de Q. On suppose en outre que les composants sont indépendants. Donc voilà, quand on dit c'est indépendant, vous voyez très bien, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La notion d'indépendance, elle a un sens quand on parle de probabilité. Le fait que je sois jaloux et le fait que Philippe soit un escroc, c'est 2 événements indépendants. C'est-à-dire que l'un n'entraîne pas l'autre, l'un ne dépend pas de l'autre. 2 événements sont dépendants si l'un a de l'influence sur l'autre. Voilà. Donc, par exemple, si on me dit, on suppose que en août, que tous les composants sont indépendants. Et d'ailleurs, en probabilité, en fait, la notion d'indépendance, ça veut dire PDA, la probabilité de la conjonction, c'est le produit des 2 probabilités, en fait. Voilà. Je sais pas, probabilité que je sois jaloux et la probabilité que Simo soit un escroc, c'est le produit des 2 probabilités, donc c'est indépendant. Donc ici, on suppose en outre que tous les composants sont indépendants. Soit un serveur avec les alimentations redondantes. Calculer la probabilité de panne du serveur en supposant qu'aucun autre composant que les alimentations ne peut tomber en panne. Donc on suppose ici dans cette configuration que les disques durs ne tombent pas en panne. On veut calculer cette probabilité-là. Je ne sais pas si vous avez compris l'énoncé. On va recommencer. Hein. Pour améliorer la sûreté de fonctionnement d'un serveur informatique, on envisage d'introduire de la redondance. C'est-à-dire qu'ils ont déjà eu des situations où il y avait des pannes, ça n'arrivait pas à fonctionner, donc ils veulent redonder la source. C'est-à-dire d'avoir plusieurs exemplaires de composants importants pour réaliser les opérations suivantes. Soit on utilise l'alimentation 300 watts chacune, le serveur pour fonctionner a besoin de 500 watts. Donc on prend 3 alimentations 300 watts. Ça veut dire qu'en permanence, on a une disponibilité de 900 watts. On a les problèmes, donc déjà, ou alors on place les disques durs en configuration RAID 5, et en sachant que le serveur peut continuer à fonctionner avec un seul en panne. Donc le serveur fonctionne avec 4 normalement. Voilà. Donc on suppose que la probabilité de la panne d'une alimentation est de P et celle de la panne du disque dur est Q. On suppose en outre que les composants sont indépendants. Hein. Voilà. Voilà. Donc la première question, là voilà. Première question. Soit un serveur avec alimentation redondante. Calculer la probabilité de panne du serveur en supposant qu'aucun autre composant que les alimentations ne peut tomber en panne. Voilà. Bon. Tout va bien? Est-ce que vous avez compris ce qui est dit, les gars? C'est souvent la probabilité, ça demande beaucoup de compréhension en français déjà. Donc si tu ne comprends pas bien le français, déjà tu risques de galérer. Donc en fait, cet exercice consiste avant tout en la modélisation d'un problème réel. Hein, c'est un problème réel, hein, vous avez bien compris. Donc il s'agit d'un problème réel. C'est les problèmes auxquels beaucoup de gens font face, les salles informatiques. Donc c'est la modélisation d'un problème réel au moyen d'outils probabilistes classiques. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, il faut donc reconnaître dans l'énoncé les hypothèses qui permettent de ramener à des modèles connus. Parce que nous, en probabilité, on va fonctionner avec des modèles qui sont connus. On va rien inventer. Hein. Voilà. Donc, il y a des théories qui existent. Donc, on a un problème réel. L'idée, c'est de ramener tout ça au problème connu. Donc, comme un composant ici possède 2 états, d'accord, donc on dit P
égale la probabilité. On a dit que P, c'était la probabilité qu'une alimentation de panne d'une alimentation. De panne d'une alimentation. Voilà, probabilité de panne d'une alimentation. Q, probabilité de panne d'un disque. Voilà. Donc ici, on a, comme un composant possède deux états, hein, puisque comme un composant possède ici deux états, c'est soit panne ou pas panne. Donc on considère cet état comme une variable, hein, l'état de fonctionnement. Donc, les composants, enfin on va dire un composant, puisqu'on va s'intéresser. Un composant possède deux états, soit panne, soit pas panne. Vous voyez souvent vous voyez souvent l'utilité des questions que je pose souvent ici à certains animaux. Hein. C'est-à-dire, quand je pose souvent des questions fermées où il n'y a que deux possibilités. On est bien d'accord qu'il n'y a pas de troisième possibilité. Hein. Si toi, tu veux inventer une troisième possibilité parce que tu vas avoir raison, tu auras zéro. Voilà, je te dis tout de suite, soit le composant en panne, soit il n'est pas en panne. Il n'existe pas de troisième état. Il n'existe pas d'état superposé où il serait mi-panne et mi-pas panne. Soit il est en panne, soit il n'est pas en panne. Voilà. Donc, il faut déjà qu'on soit d'accord sur cette partie-là. Et une fois qu'on est d'accord avec ça, donc, ça nous rappelle déjà quelque chose. Quelle est la loi de ce genre d'événement-là où il n'y a que deux possibilités, hein, où il n'y a que deux états possibles? Bah, la loi qui suit, comment dire, euh, donc on considère donc que l'état d'un composant suit une loi de Bernoulli. Parce que cet état, c'est comme une variable de Bernoulli, en fait. D'accord? Donc, cet état, panne ou pas panne, bah, ça rappelle Bernoulli. Donc, l'état d'une panne, on va la modéliser comme une variable de Bernoulli. L'état de panne, l'état ici de panne correspond au succès. D'accord? Puisqu'on a dit ici que c'est P. Donc, état suit une loi de Bernoulli des paramètres P. Et pareil pour le disque. Hein? L'état d'un disque suit une loi de Bernoulli des paramètres Q. Puisque le disque, c'est pareil. Un disque, c'est panne ou pas panne. Voilà. Est-ce qu'on est bien d'accord? Bon, maintenant, on va supposer que, comme ils ont dit qu'il y avait trois alimentations, il y a alimentation 1, alimentation 2, alimentation 3, qu'on peut résumer en AI. I égale à 1 jusqu'à 3. Donc, il y a trois alimentations. D'accord? Donc, l'état de l'alimentation I est représenté par la variable AI distribuée selon Bernoulli. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. L'état de l'alimentation I, donc ici en l'occurrence prenons l'état de l'alimentation 1, elle est distribuée suivant la variable, elle est distribuée suivant Bernoulli. Alors c'est une loi de Bernoulli des paramètres P. Donc qui vaut 1, ça veut dire qu'il vaut 1 s'il y a panne et 0 s'il n'y a pas panne. 1 s'il y a panne et 0 s'il n'y a pas panne. 1 s'il y a panne et 0 s'il n'y a pas panne. Jusqu'ici on est d'accord. Voilà. Il n'y a que deux états possibles. Et donc, sachez que cette modélisation est très fréquente et très classique. À chaque fois qu'on rencontre une grandeur aléatoire qui ne peut prendre que deux valeurs, on est en fait en présence d'une variable de Bernoulli. Par exemple, les questions de Serge envers les animaux sur ces panels, bah, il suit une variable de Bernoulli en fait. Parce que soit la personne répond oui, soit elle répond non. Il n'y a pas d'autre possibilité. Mes questions sont choisies justement pour qu'il ne puisse pas s'en sortir. Voilà, c'est fait un choix. S'il croit qu'il y a une troisième possibilité, c'est qu'il n'a pas compris ma question. Mes questions sont bien choisies de façon à ce qu'il n'y ait pas de troisième possibilité. Parce que la troisième possibilité, justement, ça permet que l'animal puisse sortir de la cage et s'échapper. Donc la valeur représentée par 1 dépend de ce qu'on veut faire dans la suite. C'est pour ça qu'on va toujours définir 1. 1, c'est l'état qu'on veut ici. En fait, on cherche les pannes. Donc, il vaut mieux représenter 1 comme les pannes parce qu'on veut compter les pannes. On s'en fout de compter le nombre de fois où les disques durs fonctionnent bien. On veut compter les pannes. Donc, on va représenter 1. Donc, la représenter par 1 dépend de ce qu'on veut faire dans la suite. Ici, on doit donc compter le nombre de composants en panne pour savoir si l'ordinateur peut fonctionner. Donc, je rappelle qu'on a dit ici que l'ordinateur fonctionne avec 500 watts et que probabilité puissance d'une alimentation I donnée, c'est 300 watts. C'est-à-dire que quand les trois composants, les trois alimentations fonctionnent, puissance totale égale à 900 watts. D'accord? Voilà. Donc, l'alimentation donc globale est constituée des trois.
Comme les alimentations suivent les variables de Bernoulli, de même paramètre P, le nombre d'alimentations en panne, qui est la somme, d'accord? Comme ici, le nombre d'alimentations en panne, puisqu'on a ce qu'on va chercher à tester, ça va être A1 plus A2 plus A3. Voilà, ça suit une loi de Bernoulli des paramètres, ça suit la loi binomiale, pardon. Puisque quand tu cumules plusieurs lois de Bernoulli, tu obtiens la loi binomiale de Newton. Donc ici, le nombre de paramètres, le nombre d'alimentation en panne va suivre une loi binomiale de paramètres 3 et P. Jusqu'ici, pour ceux qui parlent de probabilité, on comprend très bien. Hein. Donc, cette variable-là, la variable aléatoire fondée sur la somme des pannes, va suivre une loi binomiale de paramètres 3, P. 3 c'est le nombre d'essais, P c'est la probabilité d'occurrence d'un essai, ici en l'occurrence, la probabilité d'une panne. Donc, de nouveau, on utilise encore ici une modélisation très classique pour justifier l'utilisation de la loi binomiale. Il faut se rappeler les propriétés importantes suivantes. On compte les succès de la variable de Bernoulli indépendants et de même paramètre. C'est important pour passer à la loi binomiale. Pour transformer plusieurs lois de Bernoulli en une loi binomiale, il faut que les variables soient indépendantes et aient le même paramètre. Parce que si la probabilité n'est pas la même si la probabilité de A1 n'est pas la même que celle de A2 et n'est pas la même que celle de A3, eh ben, tu ne peux pas appliquer ça en fait. C'est hyper important. Voilà. Si les variables ne sont pas indépendantes ou si elles sont de paramètres différentes, le résultat n'est pas une loi binomiale. Bon, on peut toujours l'utiliser, hein, ça peut être une loi de Gauss, mais le résultat n'est pas une loi binomiale. On peut faire les calculs pour ce type de cas-là, c'est un peu plus compliqué, mais le résultat ne sera pas une loi binomiale. Donc, notons aussi que compter les succès ou faire la somme des variables est exactement la même chose et qu'on peut donc utiliser la justification la plus adaptée au contexte. C'est-à-dire compter les succès ou faire la somme des variables, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, j'espère qu'on a bien compris. Et maintenant ici, la deuxième question, c'était quoi là déjà? Deuxième question, c'était, oui, alors, on dit ici, on dit soit un serveur alimentation, calculer la probabilité de panne de serveur en supposant qu'un autre composant. Donc voilà, on a dit que le serveur peut fonctionner avec deux alimentations. Donc le serveur peut fonctionner avec deux alimentations. Quand est-ce qu'il est en panne, les gars? Il est en panne si plus de deux alimentations tombent en panne, parce que s'il y a une alimentation qui tombe en panne, il reste 600 watts. Si on a une alimentation en panne, tout va bien. Donc, le serveur, il tombe en panne si deux alimentations tombent en panne. Donc, on va chercher quoi? On cherche ici. Donc, A égale à événement. Le serveur tombe en panne. Donc, nous, ici, on cherche quoi? Ici, nous, on cherche P de A. Et A, c'est quoi? Eh bien, P de A égale à quoi? Probabilité que la somme A1, la somme des pannes, A2 plus A3, soit supérieure ou égale à 2. Voilà. C'est ça qu'on cherche. Le serveur tombe en panne si on a plus de deux alimentations en panne. Donc on cherche la probabilité qu'il y ait plus de deux alimentations en panne, tout simplement. Eh bien, qu'est-ce que c'est ça? Pour que le serveur tombe en panne, soit deux alimentations sont en panne, soit trois alimentations sont en panne. Donc on cherche ça. C'est égal à quoi? P2, A1 plus A2 plus A3 égale à 2, plus P de A1 plus A2 plus A3 égale à 3. Voilà, c'est la somme des deux cas de figure. Soit il y a deux serveurs en panne, soit il y a deux alimentations en panne, soit il y a trois alimentations en panne. Eh bien, en fait, on fait le calcul. C'est égal ici. Alors, on applique la loi binomiale, hein, le binôme de Newton, la formule du binôme de Newton ici. Combinaison de 2 dans 3 fois P au carré. Donc, on a 2 pannes fois 1 moins P. Voilà. On a 2 pannes. On a 1 qui n'est pas en panne. Et la probabilité qu'on ne soit pas en panne, c'est 1 moins P. Donc, ça donne combinaison de 2 dans 3. P au carré fois 1 moins P. Maintenant, plus le cas où les 3 sont en panne, bah, ça donne combinaison de 3 dans 3 fois P au cube. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a maintenant qu'à développer cette bêtise-là. Donc, ça donne ici. Donc, ici, on aura combinaison de 2 dans 3. Combinaison de 2 dans 3, c'est égal à combien? 3. Combinaison de 3 dans 3,
c'est égal à 1. Il n'y a qu'une seule façon de combiner 3 dans 3. Il y a 3 façons de combiner 2 dans 3. Donc, ça donne ici que P de A est égal à 3 P au carré facteur de 1 moins P plus P au cube. On est bien d'accord, hein? Plus P au cube. Voilà. Donc, si on développe tout ça, ça va donner 3P au carré moins 3P au cube plus P au cube. Donc, qui va te donner P au carré facteur de 3 moins 2P. Donc, probabilité de panne égale à P au cube, P au carré facteur de 3 moins 2P. Donc, on fait ça, on encadre. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première question. Ça, c'est la première question à laquelle on a répondu. Donc, on a répondu que probabilité de panne de serveur égale à P au carré facteur de 3 moins 2P. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a une question, je peux m'arrêter en fait, hein. Alors, il y a un certain Kamta Olo qui dit fiche le camp là-bas, un Congolais vient de découvrir une forme d'énergie que désigne le feignant là. Oh là là, vaste programme. Mec, va à l'église. Tu n'es pas au bon endroit. Quand on parle de science, faut pas venir avec les comportements du quartier ici, s'il vous plaît. Va à l'église, va à l'église. Donc, voilà la première question. Donc ça, on a répondu à la première question. La deuxième question maintenant, c'est soit un serveur avec le disque RAID. Donc on a bien supposé ici qu'il n'y a pas de, il y a que le disque qui peut tomber en panne. Le serveur ne tombe en panne. Les disques ne peuvent pas. Dans la première question, on suppose que les disques ne peuvent pas tomber en panne. Donc leur probabilité c'est 0. Maintenant, dans la deuxième question, il me semble qu'on va faire l'inverse, hein. Un serveur avec disque dur RAID 5, calculer la probabilité de panne du serveur en supposant qu'aucun autre composant que les disques ne tombe en panne. Donc ici, on suppose donc que l'alimentation ne peut jamais tomber en panne. Et on veut calculer la probabilité de panne uniquement si c'est les disques qui, avec les disques. Eh bien, pas de souci. Donc, j'ai pas besoin de définir tout ce que je viens de faire, hein. Donc, la deuxième question, en fait, elle est exactement, elle est exactement le même type que la première. Donc, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Les paramètres numériques sont différents. On avait dit ici là que les variables, on avait dit, on a dit tout à l'heure, on a dit là que l'état d'un disque suivait une loi de Bernoulli de paramètres Q. Donc, plusieurs disques vont suivre une loi binomiale. Comme il y a 4 disques en configuration RAID 5, eh ben, on sait que l'état du serveur va suivre une loi binomiale de paramètres 4 et Q, puisque Q, c'est la probabilité qu'un disque tombe en panne. Donc, on est sur une autre question là maintenant. Voilà. Vous voyez? Et donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit que le serveur peut fonctionner avec un seul disque. Donc, ici, on cherche quoi? Donc, on va les appeler B1. Donc, B1, le disque du tombe en panne. B2, le disque 2 tombe en panne. B3, le disque 3 tombe en panne. B4, et le disque 4 tombe en panne. Voilà. Donc, B1 suit 0, 1 ou 0. 1 ou 0. 1 ou 0. 1 ou 0. Il n'y a pas d'autre état. Soit il est en panne, soit il n'est pas en panne. Donc, on revient toujours sur les mêmes considérations. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on va chercher? On cherche P de B égale à P2, B1 plus B2 plus B3 plus B4 strictement supérieur à 2. Donc, c'est égal à P de somme de BJ, J égale à 1 jusqu'à 4, strictement supérieur à 2. C'est ça qu'on cherche. Parce que le disque dur, le serveur il tombe en panne dès lors que tu as plus de 1 disque en panne. Donc, plus de 1 disque, étant donné qu'il y en a 4, ça veut dire que c'est soit 2 disques, 3 disques, 4 disques. Voilà. Donc, on applique la même chose. Donc, ici, on fait, c'est égal à P de somme de BJ, J égale à 0 jusqu'à 4 égale 2, plus P de somme de BJ, J égale à, qu'est-ce que raconte que J égale à 1? Donc, J égale à 1, pardon. J égale à 1 jusqu'à 4 égale à 3, plus P de somme de BJ, J égale à 1 jusqu'à 4
égale 3, égale 4 disques. Égale 4. Voilà, ça veut dire, on a la probabilité qui est 2 disques en panne, plus probabilité qui est 3 disques en panne, plus probabilité qui est 4 disques en panne. Donc le serveur tombe en panne si soit il y a 2 disques en panne, 3 disques en panne, 4 disques en panne. Voilà. Donc on fait, ça c'est simplement la probabilité qu'on en ait 2 en panne, la probabilité qu'on en ait 3 en panne, et la probabilité qu'on en ait 4 en panne. Et voilà, on applique encore la formule du binôme de Newton. Ici, tu as combinaison de 2 dans 4 fois Q au carré, donc il y a 2 en panne, donc ça veut dire 2 serveurs en panne, 2 disques en panne, fois 1 moins Q, qui ne sont pas en panne, plus combinaison de 3 dans 4, fois 3 disques en panne, donc Q au cube, fois 1 moins Q, qui n'est pas en panne, un disque qui n'est pas en panne, plus combinaison de 4 dans 4, de Q puissance 4 fois 0 disque qui n'est pas en panne, donc ça fait Q puissance 4, c'est tout simplement ça. Donc on développe les bêtises. Donc ici, combinaison de 4, de 2 dans 4, bah, il me semble que ça fait 6. Hein, 4 fois 3 divisé par 2, ça fait 6. Donc 6Q au carré fois 1 moins Q au carré. Plus combinaison de 3 dans 4. Bah, 4 fois 3 fois 2 divisé par 2, ça fait... non. Combinaison de 3 dans 4, ça fait 4. Hein. Plus 4. Il me semble qu'il y a 4 combinaisons de 3 dans 4. Donc fois 4, Q au cube, facteur de 1 moins Q. Il n'y a qu'une seule combinaison de 4 dans 4, plus Q puissance 4. Donc ici, ça fait, tu fais 6Q au carré, 1 moins 2Q plus Q au carré, donc ça fait 6 moins 12Q plus 1, et là tu as 4Q au carré, 4Q au cube facteur de 1 moins Q, nanana, donc voilà. Donc on peut mettre les Q, on peut mettre Q au carré en facteur ici, hein, donc ça va être plus facile en fait. Tu mets Q carré, au carré, facteur de 6, facteur de 1 moins Q au carré, plus 4Q, facteur de 1 moins Q, plus Q au carré. Voilà, donc 6. Ici, ça donne 6 moins 12Q plus 6Q au carré, plus 4Q, donc ça fait moins 8, plus 4Q au carré, moins 4Q au carré, donc il reste moins 2, puisque donc il reste Q, voilà, il reste 3Q au carré. Il reste 3Q au carré, donc ça fait ici 3Q puissance 4, moins 8Q au cube, plus 6Q carré. Putain, pour quelqu'un qui aime dire le gros cul de la maman des gens, ça ne fait que des Q là. Hein. Donc ici, ça fait Q au carré, facteur de 3Q au carré, moins 8Q, plus 6. Et voilà. Donc P de B, ici, là, P de B, P de panne du serveur est égal à Q au carré, facteur de 3Q carré, moins 8Q, plus 6. Voilà, voilà. Ça, c'est la deuxième réponse. Maintenant, on nous dit, euh, la troisième question est très intéressante. Maintenant, on nous dit, parce que je sentais que c'est ça qui allait venir, si P est égal à Q, quelle est la solution de redondance la plus intéressante? C'est-à-dire qu'en fait, on suppose que les deux probabilités sont égales. On dit, quelle est la solution la plus intéressante? En fait, c'est très simple. Hein. On fait la différence de probabilité entre les deux. Quoi. Donc, en gros, ici, on a trouvé que P, bon allez, on revient sur une nouvelle page. On a trouvé que P de A, c'était égal à, j'ai dit que c'était combien là déjà? P de A, P au carré, facteur de 3 moins 2P. On a trouvé que P de B, c'est égal à P au Q au carré, facteur de 3Q au carré, moins 8Q, plus 6. Voilà. Donc on suppose maintenant que P est égal à Q. On demande de chercher la solution la plus intéressante. C'est intéressant. Hein? Donc, comment tu fais pour comparer? Comment tu fais pour chercher la plus intéressante? Tu compares les deux. Hein? Tu fais P de A moins P de B. Si c'est toujours supérieur à 0, ça veut dire qu'il vaut mieux redonder les alimentations que de multiplier les disques, les serveurs. Et si c'est toujours inférieur à 0, ça veut dire qu'il vaut mieux multiplier les disques. Il vaut mieux mettre les disques en configuration RAID 5. Donc, il vaut mieux redonder les disques. Voilà, c'est tout ce qu'il va falloir faire. Donc, quand tu fais ça, ça fait ici P au carré. Donc, ça fait donc ici. Donc, tu fais ici la P au carré, facteur de 3 moins 2P.
moins P au carré, facteur de 3P au carré, on a remplacé ici par Q, moins 8P, plus 6. Donc tu fais la différence, ça fait 3P cube, donc ça. Donc ça te donne ici P au carré, facteur de, ça fait ça. Ça fait moins 3P au carré. Ici, il n'y a pas de P, là, il n'y a pas de P, donc ici, moins 6P. Donc, moins 6P ici. Moins 6P, moins 3P plus 6P, pardon, plus 6P, moins 3. Donc, on a ça. Donc, delta P est égal à P au carré, facteur de moins 3P carré, plus 6P, moins 3. C'est ça la différence. Donc, on va donc maintenant faire ce qu'on appelle l'étude. Quand vous faisiez souvent l'étude des fonctions en première, vous ne saviez pas à quoi ça sert. Eh bien, c'est ça. Ça va servir à ça ici. Donc, il faut étudier le signe de ça. Donc, ça, c'est delta P de petit p. Maintenant, il faut étudier le signe de ça. S'il est tout le temps inférieur à 0, bah, c'est que la solution A est moins intéressante que la solution B. S'il est tout le temps supérieur à 0, c'est que la solution B est plus intéressante que la solution A. Et ben en fait, il y a des choses qu'il faut avoir en tête. Hein. Vous n'avez pas besoin d'étudier ça sur R. Hein. Ici, Q ne peut qu'appartenir à 0 ou 1. Donc, Q ou P, hein, pardon. Q, P appartiennent à l'intervalle 0 ou 1. Donc, c'est l'intervalle où il faut étudier la fonction. N'allez pas l'étudier sur R plus l'infini. Vous faites des tableaux de variation, ça sert strictement à rien. D'accord? Donc, on va étudier étant donné qu'ici, delta P est égal à P au carré facteur de moins 3P plus 6P moins 3. Comme ça, c'est un carré, donc c'est positif. Donc, le signe va dépendre de ce qu'il y a ici. Donc, il vaut mieux sortir ça pour étudier. Donc, on va s'intéresser à la fonction f de P qui est égale à moins 3P carré moins 6P plus 3. C'est ça qu'on va regarder. Donc, si tu fais le calcul de la dérivée f' de P, donc f' de P ici est égal à moins 6P. Ah non, c'est plus ici. Moins 6P plus 6. C'est égal à moins 6 facteur de P moins 1. Ou alors c'est égal à 6 facteur de 1 moins P. C'est comme ça qu'il faut mettre. Donc f' de P égale à 6 facteur de 1 moins P. Je vous ai dit que P appartenait à l'intervalle 0, 1. Donc cet intervalle, ce truc est toujours positif dans cet intervalle-là. 1 moins P est toujours supérieur à 0 dans l'intervalle 0, 1. Donc ça veut dire que f' de P est tout le temps supérieur à 0, quel que soit P appartenant à 0, 1. Donc ça veut donc dire ici que quoi? Que f de P est croissante. F de P ici est croissante. Donc on va chercher à savoir qu'est-ce qui se passe avec, ça veut dire f de P croît dans cet intervalle-là. Alors que signifie f de 0? On va chercher f de 0. Donc on va prendre f de 1 égale à combien? F de 1 ici, ça fait moins 3 plus 6, ça fait 0. Donc f de 1 égale 0. Et f de 0 égale ça s'annule. Donc il reste moins 3. F de 0 égale à moins 3. Donc on a bien une fonction qui est croissante dans l'intervalle 0, 1. Donc on a quoi? Ça veut dire ici que attends. Donc ça veut dire ici en fait que P de A moins P de B est supérieur à 0 dans l'intervalle 0, 1. Inférieur à 0, pardon. Ça fait inférieur à 0 puisque c'est négatif. Donc ça veut donc dire ici que P de A est inférieur à P de B. Ça veut donc dire ici que la probabilité que l'alimentation tombe en panne est inférieure à la probabilité que le disque dur tombe en panne. Donc il vaut mieux multiplier l'alimentation. Donc la meilleure solution pour la redondance, ce n'est pas de multiplier les disques durs, mais c'est de multiplier l'alimentation en fait. Voilà. Je crois que c'était ça la question. Hein. Il me semble que c'est ça la question. Quelle alimentation
quelle solution de redondance est la plus intéressante? En fait, la plus intéressante, donc, c'est de multiplier les alimentations. Donc, il vaut mieux avoir plusieurs alimentations que de multiplier les serveurs. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans tous les data centers. On ne multiplie pas les disques durs, on multiplie les solutions d'alimentation, quitte à prévoir les disques durs, quitte à prévoir les groupes électrogènes, les alimentations avec double attache, ainsi de suite. C'est ce qu'on fait dans les data centers. Donc, toute personne qui a travaillé dans les data centers sait que ce que je dis est vrai. Par exemple, on peut considérer que l'approche choisie pour évaluer l'intérêt de la redondance est un peu naïve, hein. Quelqu'un peut me dire, en effet, un ordinateur classique comprend nécessairement une alimentation et un stockage pérenne de type disque dur. Voilà, c'est le cas d'un ordinateur portable comme celui-là, quoi. Donc, on peut considérer ça. Mais de ce fait, on devrait normalement étudier l'ordinateur comme un ensemble comportant un sous-système redondant. Par exemple, les disques durs et un sous-système non redondant, comme par exemple ici l'alimentation. Puis calculer la probabilité de panne et comparer les deux solutions. Ben, s'il s'avère que l'approche proposée dans l'exercice donne un résultat identique à celui-ci, l'approche plus complexe. Je vous dis, on pouvait compliquer le problème, mais en réalité, ça donne la même chose. Parce que si tu considères le cas d'un ordinateur avec une alimentation redondante et un unique disque dur, tu t'intéresses à l'événement, l'ordinateur ne tombe pas en panne. Donc, ça veut donc dire ici que c'est A bar inter D bar. A bar inter B bar, pardon. L'ordinateur tombe pas en panne. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'alimentation en panne et le disque dur n'est pas en panne. Donc, avec les solutions de correction, en supposant les deux, ben, en fait, tu te retrouves ici, P de A bar inter B bar est égal à P de A bar fois P de B bar. Donc, qui est donc égal à 1 moins P fois 1 moins Q. Non, puisqu'on est dans la solution, non, c'est égal à 1 moins P de A fois 1 moins P de B. Voilà. Et en utilisant les hypothèses de correction qu'on a, comme on a fait P et Q, comme on a pris P avec Q, tu vas te retrouver avec ici, bah, en fait, c'est 1 moins ça, donc ça te fait 1 moins ça fois 1 moins ceci. Donc tu te retrouves normalement avec un truc du genre, si on fait le développement, bah, tu te retrouves avec P de A bar, de B bar, va te donner quelque chose comme 1 moins P au carré, facteur de 3 moins 2P, fois 1 moins Q, puisqu'il n'y a qu'un seul ordinateur, il n'y a qu'un seul disque dur dans la machine, il n'y en a pas deux. Donc c'est 1 moins Q ici. Et donc si tu appliques le raisonnement similaire, et donc si tu appliques le même raisonnement dans le cas d'un serveur du coup, puisque ici on a fait le raisonnement dans le cas d'un ordinateur, si tu appliques le même raisonnement dans le cas d'un serveur, tu te retrouves dans le serveur donc du coup plutôt avec P de A bar inter B bar égale à 1 moins P, facteur de 1 moins Q au carré, facteur de 3Q au carré moins 8Q plus 6. C'est ce qu'on a trouvé dans la phase précédente, hein. Donc, les résultats servent à quelque chose. Donc si tu supposes ici que P égale à Q, tu fais le calcul, bah déjà tu as 1 moins P là qui donne. Si tu supposes que on va voir tu vas voir apparaître dans le polynôme le 1 moins P qui va sortir. Donc qui peut donc supprimer dans l'analyse en fait. Donc on peut donc supprimer ça de l'analyse. Donc on a un facteur commun de 1 moins P qu'on peut virer de l'analyse. Et ensuite, on se retrouve ici à comparer. Donc si tu vires le facteur commun qui est là, tu vas te retrouver ici en train de comparer P de A bar et P de B bar. Et dans ce cas, dans le cas de la redondance pour les deux sous-systèmes, donc tu vas comparer les deux. Ici, on revient à quoi? Comparer ici A bar et B bar, ça revient à comparer A, P de A et P de B. C'est ce qu'on a fait précédemment. Donc ça veut dire qu'en fait, la modélisation est correcte et que même si on compliquait le problème, on se retrouvait à ce résultat. Donc on n'a pas simplifié le problème pour faciliter les choses, quoi. Voilà. Bon, les gars, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai dit, pour le cas de l'invention de notre ami, on y reviendra un peu plus longuement quand on aura le temps. Alors, il y a quoi
Il y a quelqu'un qui dit, dans la nouvelle génération, qui calcule les probas avec ma calculatrice programmable? Voyons ça. Bah, Nawel, monte ici, là, je te donne un problème de probabilité, tu utilises ta calculatrice. Faites-le monter, le gars. Nawel, monte. Si tu as une calculatrice, monte ici, je te donne un problème, tu calcules avec ta calculatrice, s'il te plaît. Moi, j'aime bien vérifier. Moi, j'aime pas les gens qui parlent pour parler. Monte ici devant ce monde-là, tu nous humilies avec le fait que ta calculatrice peut trouver ça. Monte. Et je te propose, en fait, si tu as une calculatrice qui fait ça, dépose ta candidature aux instituts de sondage. Tu vas faire un malheur là-bas, les gars. Est-ce qu'il veut pas monter, le mec? Il veut pas monter. Nawel, accepte la demande. Tu es là. Pourquoi tu as peur? Moi, je comprends pas pourquoi vous parlez, vous avez peur de défendre votre point de vue. Monte. Monte avec ta calculatrice. Je te donne un problème, tu résous ça avec ta calculatrice, on voit. Et les gens médiocres ont toujours ce comportement-là, je ne sais pas pourquoi. C'est vous, les gens médiocres, qui donnez du pouvoir à ces bonimenteurs, ces menteurs-là, en fait, qui vous font croire que aller à l'école ne sert à rien. Tu peux dormir, tu inventes un générateur à l'eau glacée, quoi. Tu vois, tu mets l'eau glacée d'un côté, ça te produit de l'énergie. Voilà. Et tu as des gens qui dépensent des milliards et des milliards en recherche pour se passer du carburant, mais ils n'ont pas trouvé ça. Tu as dormi, tu as trouvé. Génial. Génial, mon pote. Non, non, il n'est pas monté, bloquez-le donc. Bloquez-le, puisqu'il ne veut pas monter. Voilà, il a refusé. Voilà. Quand vous êtes bête, vous venez toujours réagir comme ça. Quand nous, on est sur des gens, quand on est là pour traquer les malhonnêtes, vous venez dire que non, vous avez autre chose d'intéressant à proposer. Et là, quand on répond à des questions, ça, c'est des étudiants qui m'ont envoyé ces questions-là. Je vous dis, il y en avait 4, j'ai pas le temps. Je vais régler d'autres. Il y en avait 4. Moi, je trouve qu'il y avait des trucs intéressants dans ce qu'il m'a proposé. Je le rassure. J'y reviendrai, mais certainement pas ce soir. J'ai pas beaucoup de temps. Et en plus, ça va rapidement saouler les gens. Donc, il faut de temps en temps aller doucement. Alors, c'est quoi un fabricant répare des films de protection d'écran de téléphone, il retient 3 longueurs. Voilà. Donc vous comprenez que la probabilité, ça mêle quand même pas mal de domaines. Là, on est parti sur des choses très simples qui vont juste se mêler un peu d'analyse. Mais parfois, c'est bien plus compliqué que ça. Tu as de la topologie, tu as plein de trucs. Voilà. Là, franchement, les exercices qu'il a proposés sont relativement simples. Je crois que c'est des trucs ça doit être de la deuxième année, quoi, même max, hein, peut-être deuxième année ou première année, je ne sais plus. C'est première année universitaire. Il y a quelqu'un qui dit non, les probabilités, c'est plus assimilable que la mécanique. Oui, j'ai l'impression, quand même, vous avez le sentiment que vous comprenez un peu tout. Mais sachez que derrière chaque phrase, il y a un sens. Quand on dit événement incompatible, événement indépendant, ça a un sens. Par exemple, deux événements sont incompatibles, c'est quand la probabilité d'occurrence des deux en même temps, c'est zéro. Voilà. Par exemple, l'événement Serge Anango est mort et vivant, c'est zéro. La probabilité de cet événement est nulle. Voilà. Par contre, probabilité de Serge Anango vivant et volant n'est pas nulle, parce que je peux très bien être vivant et être un escroc, comme Philippe Simo, par exemple. Tu vois. Je peux très bien être vivant et être un escroc, donc cette probabilité n'est pas nulle. Est-ce que les deux événements sont indépendants? Bah oui, d'une certaine manière, non. Non, si je ne suis pas vivant, je ne peux pas être un escroc. Donc oui, les deux événements sont indépendants. Ils sont dépendants. Par contre, je peux être grand et escroc. Ça, les deux événements sont indépendants. Tu vois, je peux être très bien grand et escroc. Les deux, comme je peux être grand et ne pas être un escroc. Par contre, pour être un escroc, je dois être vivant. Donc, l'événement Serge Anango vivant, les deux événements Serge Anango vivant et l'événement Serge Anango escroc sont dépendants. Je ne peux pas être un escroc si je suis plus vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Pour être un escroc, il faut d'abord que je sois en vie. Donc voilà, c'est un peu ce genre de choses. Donc les mots ont un sens en probabilité. Deux événements sont dits incompatibles, comme je vous ai dit tout à l'heure, si la probabilité est nulle. Quand on dit deux événements sont incompatibles, 2 à 2, ça veut dire que la probabilité d'occurrence de chacun des deux événements est nulle. Donc ça veut dire que dans ton calcul, tu dois considérer que c'est zéro. Voilà. Et tout à l'heure ici, vous avez vu que la considération que la panne de disque dur était indépendant permet de multiplier les probabilités. C'est le cas le plus simple. Parce que quand on commence à dire que la panne du disque 2 dépend de la panne du disque 1, tu ne peux plus multiplier les probabilités. Tu es obligé de mener des expériences en laboratoire pour calculer les fréquences toi-même, pour dire, en général, la probabilité que le disque du 2 tombe en panne, sachant que le disque 1 est tombé en panne, est de temps. Tu es obligé d'avoir ce genre d'informations, mais tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas fait les mesures. Donc, quand la notion d'indépendance, ça simplifie énormément les calculs en probabilité. Voilà. Oui, on peut être riche et pauvre comme Philippe Simo. Oui, chez Philippe Simo, ça se vérifie. On peut être riche parce que dans la tête des gens, il est, alors que dans les faits, il raconte des conneries aux gens, quoi. Donc, sauf que nous, quand on apporte les preuves, ils pensent qu'on raconte des bêtises parce qu'on n'a pas la même méthodologie que vous. On n'est pas des croyants. Nous, quand quelqu'un raconte un récit, il y a la compatibilité d'un récit. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est possible ou c'est pas possible? Donc, tu peux pas avoir pour une même histoire 150 versions.
C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous ne pouvez pas avoir 150 versions pour même histoire. Soit vous avez une histoire vous avez une histoire qui est vraie, soit vous avez une histoire qui est fausse. Vous ne pouvez pas avoir vous ne pouvez pas avoir 150 versions pour la même histoire, mais en même temps, ça reste vrai. Ce n'est pas possible. Ces deux événements sont incompatibles. Soit je raconte une histoire vraie, Voilà, et à nous ce moment, il sommes n'y a qu'une arrivés à seule la fin de version. cette Soit je vidéo. raconte N'hésitez n'importe pas quoi, à et nous dire ce que parfois, ça vous en m'arrive pensez d'oublier et dans de les dire autre chose. commentaires, à nous Et donner vos vous, avis on a tout en l'habitude de vous restant montrer les différences de courtois. versions. Donc, Prenez soin de explique-moi vous. comment c'est Au possible. revoir. Ah, si je venais vous dire en live, je suis diplômé de l'école polytechnique de Nantes, aujourd'hui, et dans 3 semaines, je vous dis non, je suis diplômé des mines de Paris. Et après, je vous sors les mines de Douai. Et après, je vous dis non, je sors de l'INSA de Lyon, pour finir après Polytech de Marseille, et après, vous dites que je sors de X. Les gars, vous me prendrez pas au sérieux. Mais pourquoi vous le prenez au sérieux donc? Parce que vous aimez les menteurs. Vous êtes des croyants. Nous, on n'est pas des croyants. Tu dis une chose, le lendemain, quand tu dis une chose qui est contre la lampe, elle s'allume dans ma tête direct. Cling. Notre cerveau, il y a un filtre dans notre tête qui fait passer tout. Donc, dès qu'il y a une incohérence, il y a une lampe qui s'allume direct pour dire ah, attends, alerte, Serge Anango, cette version ne correspond pas à telle autre version. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Mais visiblement, le vôtre n'avait pas compris la notice. Voilà. Comme vous aimez que les gens vous racontent des belles histoires, moi, je raconte pas des belles histoires. Vous voyez, tout à l'heure, on était plus de 200. Quand j'ai commencé à rentrer dans la phase mathématique, on a fini combien? 70. C'est ça que nous sommes. Quand on rentre dans la technique, c'est chiant. Et je sais que c'est chiant. C'est pour ça que d'ailleurs, à la CATV ou dans les chaînes camerounaises, on va pas inviter des Serge Anango, hein, parce que c'est chiant. Ce que je viens de faire là, vous êtes d'accord avec moi que franchement, il faut être un malade mental pour être attiré par ce genre de choses. Il y a plein de gens qui sont plus attirés par le Japap. Ah, telle personne a couché avec telle personne. Il y a des gens qui sont attirés par ça. Et c'est pour ça que vous avez ça à la télé. Mais on va pas inviter des gars comme nous. Quand il y a ce genre de rumeurs débiles, si vous faites venir un scientifique comme Serge Anango, il va vous ennuyer à mourir. Il va vous ennuyer à mourir, la preuve. On était 200 là quand j'ai commencé. Dès quand j'ai tapé sur Philippe Simon, ils étaient là pour dire ouais, mais Serge, tu peux faire autre chose, non? Est-ce que tu es obligé de taper sur lui? Bah oui, j'ai fait autre chose. Vous étiez combien? Bah alors on a fini à 70. C'est ça chez nous. Et vous fuyez la science quand le scientifique parle de science pour aller écouter le profane qui parle de science. Quand un scientifique parle de science, ça ne vous intéresse pas. Mais écoutez quelqu'un qui vous raconte des conneries sur une plante qui produit de l'électricité. Ah ça, oui, vous êtes nombreux, hein. Vous y croyez. Parce que vous n'essayez pas de comprendre ce qu'il y a derrière. Si on vous dit que ce n'est pas possible, c'est parce qu'on sait comment ça marche. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui met une voiture en bas de la colline, il vide le carburateur, il enlève le moteur et la voiture monte tout seul. Ce n'est pas possible. Et donc, quand on vous dit que quelque chose physiquement n'est pas possible, c'est du même ordre. Par exemple, 2 plus 2 égale 4. Vous trouverez bien un gars qui va rester dans son garage, qui va mener 150 expériences et qui viendra vous dire 2 plus 2 égale 5. Est-ce que c'est pour autant que vous allez lui donner 4 argent pour récupérer 5 argent? Non, vous n'allez pas y croire. Mais c'est la même chose. C'est juste que c'est des phénomènes plus complexes que votre cerveau. Mais il y a des gens qui ont étudié ça et qui savent de quoi ils parlent. Il faut leur faire confiance. Vous êtes obligé, quand tu vas voir un cardiologue, tu lui dis pas comment il va te soigner. Tu vas voir le cardiologue, tu es obligé de lui faire confiance. Si tu as envie de maîtriser la cardiologie, il n'y a aucun problème, tu vas apprendre à l'école. C'est tout. Tu vas apprendre à l'école, tu vas pas te rester, tu devines. Non, ça marche pas comme ça. Et encore une fois, je vous dis, je sais que vous ne comprenez pas tout parce qu'effectivement, ça dépend, ça demande des connaissances derrière. Quand on vous parle de probabilité, on parle de fréquence, des lois binomiales, tout ça, c'est des choses qu'il faut que ça vous parle. Mais je sais que vous ne comprenez pas. Il y a quand même peu qui comprennent. Et c'est pour vous dire, c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand on veut calculer la redondance, quand on calcule le taux de panne, quand on vous dit que votre équipement est garanti 3 ans, c'est un calcul de probabilité qu'il y a derrière, mon ami. C'est un calcul de probabilité. C'est pas un marabout qui a appelé le fabricant d'ordinateur qui a dit ton ordinateur en moyenne, il tient 3 il tient 3 ans. Donc tu peux dire 3 ans. Non, c'est pas un marabout, c'est un statisticien. C'est un fou comme Serge Anango qui est derrière et qui a fait le calcul. Non, je n'héberge personne, je suis en train de partir. Oui, je pense qu'on revient. Non, je pense qu'on va se faire une soirée sur Chikombutsu et ces ondes de radio qui produit l'énergie et maintenant, cet animal-là. On y reviendra tous les deux. Voilà. Quand on va chercher l'uranium au Niger, c'est pas pour rien, les gars. Parce que l'uranium, c'est une énergie dense. Donc, je vous dis, hein, pour que vous ayez comme information, sachez que si vous pouviez faire fonctionner votre voiture à l'uranium, tu mets 10 grammes, tu prends ta voiture chez le concessionnaire, tu vas jeter à la casse, tu ne consommes plus rien. La quantité d'énergie qu'il y a dans 10 grammes d'uranium, tu fonctionnes avec ta voiture. Prends une voiture qui a 300 000 km au compteur. Si l'autonomie, c'est 1000 bornes, on va dire, allez, peut-être 350 pleins, il a fait. Parce que, bon, il y a des fois où tu fais 800 bornes et des fois où tu as fait 1100. Ça dépend de si tu roules que sur l'autoroute à une vitesse régulière ou si tu roules tout le temps en ville. Donc, on m'a dit 350 pleins. Si le plein, c'est 50 litres. Donc, ça veut dire qu'il a mis, si le plein, c'est 50 litres, il a fait 350 pleins, ça veut dire qu'il a mis en moyenne 170 000 litres dans sa voiture à peu près. 170 tonnes. Il a chargé sa voiture à peu près 170 tonnes dans sa voiture. Voilà, 170 tonnes pour fonctionner pendant allez, 15 ans.
Je vous dis, 10 grammes d'uranium dépassent ces 170 tonnes là, en fait. Donc, quand on vous dit que l'uranium fonctionne, on sait d'où vient l'énergie. L'énergie de la fission, l'énergie qu'il y a pour casser les deux atomes là. Mais ça dépasse ton truc là, dans 10 grammes. Tu mets 10 grammes dans ta voiture, bon, on ne peut pas, hein, pour faire fonctionner. Pour exploiter ça, il faut une grosse installation de malade. Mais si tu pouvais, avec 10 grammes, tu fonctionneras à vie. Tu mets ta voiture, tu récupères chez le concessionnaire, tu ne vas jamais consommer. Après, tu vas foutre à la poubelle. C'est pour ça que les gars veulent. C'est pour ça que l'uranium est intéressant pour des pays qui en ont la capacité. Parce que tu produis moins de déchets. Sachez que vous voyez toute la quantité d'énergie qu'il y a en France. En France, on produit 355 TWh par an. 355 TWh par an. C'est gigantesque. 1 Tera, c'est 10 puissance 12. Hein. C'est millions de millions, en fait. 1 Tera, c'est 1 million fois 1 million. Donc, on produit 385 TWh d'énergie par an. Vous savez la quantité d'uranium qu'il faut pour produire ça? Même pas 9000 tonnes, quoi. 9000 tonnes. 9000 tonnes, c'est-à-dire 9 millions de kilos. Essayez de faire la même chose avec le gaz. Vous imaginez la quantité qu'il faudrait pour produire la même chose avec du gaz. Putain, vous n'imaginez même pas, les gars. 9000 tonnes, c'est rien. Qu'est-ce qu'il y a comme 9 tonnes? Je dis n'importe quoi. J'ai dit 9000 tonnes. Il faut 9 tonnes, 9000 kilos en fait. C'est rien. C'est rien du tout. Non, c'est 9000 tonnes. Je dis n'importe quoi. Il y a 58 réacteurs, c'est 9000 tonnes. Donc 9000 tonnes, ça fait 9000 kilos. 9 millions de kilos. C'est rien du tout. Regardez simplement le nombre de CO2 déversé par les voitures entre Paris et Lyon. Sur un trajet Paris-Lyon, prends simplement la qualité que tu as déversée. Tu comptes qu'il y a 1 million de tu cherches le nombre de voitures qui empruntent cette voie-là par mois, tu regardes la quantité de déchets faits. Non, non, l'uranium, c'est gigantesque. Hein. Mais non, il n'y a pas d'uranium, il n'y a pas d'énergie dans les plantes, mon gars. Désolé. Je suis désolé, je vous casse encore votre rêve. Je sais. Je suis chiant. La science, c'est chiant. C'est pour ça que peu de gens s'embarrassent à aller faire des recherches, peu de gens s'embarrassent à comprendre, parce que quand tu veux comprendre, ça te vrille le cerveau. En plus, même pour nous autres, hein, il y a des phénomènes que nous-mêmes, pour comprendre, pour pouvoir vous expliquer, ça nous prend du temps. Parce que ce n'est pas notre domaine. Vous avez vu, là, au début, j'ai commencé par la chimie, c'est pas mon domaine. Ça prend du temps, mon gars. Mais vous ne voulez pas faire ça, vous voulez croire. Et les gars, croyez-y. Allez, les mecs, passez une excellente soirée. Et puis, à très bientôt, toujours sur les dossiers d'arnaqueurs du type Philippe Simon, sous fond de science. Bonne soirée à vous.